Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jimmy Delado. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci à C'est vous d'avoir accepté notre invitation. Alors Jimmy Delado, vous êtes d'Aledo, vous êtes chroniqueur et expert en questions internationales. Alors nous le disions au début, tout début de ce journal, nous avons des informations concernant la conclusion imminente d'un accord de cessez-le-feu, donc une trêve à Gaza accompagnée d'un échange de prisonniers. Quelles sont aujourd'hui et à l'heure où l'on parle les chances de voir cette trêve aboutir? Écoutez, nous sommes tous dans l'espoir que ce cessez-le-feu puisse se finaliser parce il y a trop de souffrance, beaucoup trop de violence, beaucoup trop de souffrance. Et ça fait véritablement mal au cœur de voir nos frères et sœurs palestiniens subir un des pires génocides de ces dernières décennies. Mais dans le même temps, nous devons rester rationnels. Nous devons analyser la situation d'une manière rationnelle et rester méfiant. Pourquoi? Parce que l'antitétionniste est malin et il est vicieux. On sait par exemple qu'actuellement, il y a des manifestations. Il y a des manifestations un peu partout dans le monde, à Tel Aviv aussi. Mais dans ces manifestations, on sait qu'il y a aussi l'extrême droite israélienne, donc les forces sionistes qui sont au pouvoir, aux manettes du pays et qui manifestent contre ce cessez-le-feu. Ça démontre bien que cette idéologie, l'idéologie du sionisme, porte en lui et détient une violence intrinsèque. Il fonctionne par la violence. Alors, quelles sont les conséquences de cette oligarchie financière d'extrême droite, cette oligarchie sioniste, ses conséquences politiques, sa mainmise sur le gouvernement de Netanyahou, est-ce que concrètement le gouvernement de Netanyahou va écouter son oligarchie financière sioniste qui lui susurre dans les oreilles de ne pas signer de négociations? On verra ce qui va se produire. Donc, En tout cas, Jimmy Daledo, nous l'avons annoncé donc, au début de ce journal. Nous savons que le Hamas, pour sa part, a confirmé donc, son adhésion à la proposition de trêve. Quel est votre commentaire là-dessus? Tout à fait, mais depuis le début, le Hamas... Affirmant avoir agi en toute responsabilité envers le peuple palestinien. Tout à fait, et depuis le début, le Hamas... qui représente la résistance palestinienne, a toujours dit qu'elle voulait la paix et signer des négociations pour un cessez-le-feu, mais un véritable cessez-le-feu avec un échange de tous les prisonniers, parce qu'on parle vous savez, ici en Occident, on parle des otages israéliens détenus par le Hamas, mais on ne parle pas d'otages, il y a des prisonniers, il y a des prisonniers de guerre. Dans toutes les guerres, il y a toujours eu des prisonniers. À l'époque des tribus indiennes, quand elles se faisaient la guerre, il y avait aussi des prisonniers. Ça veut donc dire qu'il y a aussi plusieurs milliers de prisonniers palestiniens qui sont détenus par l'antitétionniste. Et le Hamas a très clairement dit plusieurs fois qu'il fallait d'abord que les forces sionistes partent de la bande de Gaza, partent de la Palestine d'une manière, et un retrait complet des forces sionistes. Il faut que tous les prisonniers soient libérés des deux côtés, mais que les prisonniers palestiniens détenus par le gouvernement génocidaire israélien puissent être délivrés eux aussi, et surtout que le retrait de ces forces sionistes soit définitive, qu'elle ne soit pas provisoire. On constate que M. Netanyahou, il a déjà proposé que ce retrait des forces sionistes se fasse d'une manière provisoire, en attendant que les otages israéliens soient libérés, mais après... Que se passerait-il une fois que les prisonniers israéliens seraient libérés? Les forces sionistes reviendraient, recommenceraient à mettre en application leur processus de colonisation barbare? Non. Donc le Hamas a toujours été clair dans ses propositions, un véritable cessez-le-feu qui serait constructif pour les deux parties.
Très bien, Jimmy Dalédou. Je vous propose de commenter donc ces images qui nous parviennent de Khan Younis et de Deir el-Balah, des images qui vont nous parvenir dans quelques instants de Palestiniens. Donc on le voit à l'écran, des Palestiniens de Khan Younis et de Deir el-Balah qui sont sortis dans l'expectative. Ils attendent la confirmation, l'officialisation de l'entrée en vigueur d'un accord qui serait conclu dans l'instant où on parle. Un accord de trêve accompagné d'un échange de prisonniers entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste. Nous rappelons également que le Hamas a confirmé donc son adhésion à cet accord de trêve qui doit être officialisé, annoncé imminemment. Donc les populations razaouis attendent avec impatience, nous le pensons, donc cette annonce de trêve. Jimmy Dalédou, le peuple palestinien aujourd'hui pourrait enfin respirer avec l'entrée d'une telle trêve. Il a, on le sait, payé un lourd tribut, Jimmy Dalédou. Oui, tout à fait. Nous espérons que ce cessez-le-feu se finalise. On attend tout ça avec impatience parce qu'il faut véritablement libérer le peuple palestinien qui souffre depuis bien trop longtemps. C'est plus de 46 000 morts. On sait, et nous savons que dans la continuité de ce cessez-le-feu, si nous espérons qu'il se mette en place, il faut qu'il y ait une construction économique, sociale et politique. Il faut que les Palestiniens puissent se reconstruire, d'abord en tant qu'individus, individuellement, collectivement. Il faut, par exemple, que nous espérons finalement que ce n'est pas un coup médiatique de Joe Biden avant sa sortie du 20 janvier. Vous voyez ce que je veux dire? Nous espérons que ce n'est pas un simple coup médiatique et nous espérons que Benjamin Netanyahou ne va pas jouer sa survie politique en continuant cette guerre et ce massacre qui n'est absolument pas justifié. Et il faut absolument il faut aussi qu'il y ait une surveillance collective de tout le Moyen-Orient pour que ce cessez-le-feu, s'il aboutit, puisse ouvrir la porte à une construction politique, à une véritable construction politique, oui. et dans lequel nous verrions enfin la reconnaissance de l'État de la Palestine. La solution à deux États reste un objectif atteignable. C'est un objectif atteignable qui a été réaffirmé par plusieurs pays dans le monde, même en Europe. Et cette reconnaissance de l'État palestinien est un des éléments clés de la reconstruction politique dans la continuité de la reconstruction économique, sociale et surtout de la reconstruction de la vie de tous nos frères et sœurs palestiniens qui ont subi les appétits voraces d'un impérialisme nord-américain qui malheureusement avait donné sa feuille de route qui s'appelle Grand Moyen-Orient à son bras armé dans la région qui est l'entité sioniste. Et puisque vous parlez des États-Unis, on le sait, Donald Trump prendra donc ses fonctions officielles en tant que président des États-Unis le 20 janvier prochain. Pensez-vous que cet accord ou cette trêve a été précipité par l'arrivée de Donald Trump au pouvoir? Je pense que le gouvernement Biden a absolument besoin de sortir par un coup médiatique, par un succès. Il lui faut un succès d'envergure. Et pour l'administration Biden, ce serait un succès. Pourquoi? Parce que l'opinion publique internationale est très clairement du côté de la résistance palestinienne. L'entité sioniste est condamnée sur le plan judiciaire par les instances internationales comme la CPI, mais condamnée aussi par l'opinion publique internationale. Donc exactement. Biden a besoin d'une sortie par l'avant et nous espérons que Trump si ce cessez-le-feu est finalisé, enfin, nous espérons qu'il assumera ses responsabilités pour faire en sorte que cette paix puisse se pérenniser. Jimmy Dalédou, si on revient sur cette résistance, ces 15 mois de résistance palestinienne, du peuple palestinien,
la puissance de la résistance est toujours là, elle continue d'infliger de lourdes pertes à l'entité sioniste. Or, peut-on interpréter cela si accord de trêve il y a aujourd'hui comme une victoire pour le Hamas? Écoutez, c'est une très bonne question. Alors, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où la résistance vit et qu'elle se bat, qu'elle se bat contre le colonisateur, contre son oppresseur, il y a toujours victoire. Et c'est une victoire des âmes palestiniennes, c'est une victoire de toutes les âmes du Moyen-Orient et de toutes les âmes qui veulent la liberté. À partir de là, à partir du moment où on se bat, où on se lève contre son oppresseur, c'est une victoire. Ensuite, il y a la réalité géopolitique. On sait que, par exemple, que le HTS syrien, qui est arrivé au pouvoir dernièrement, ce groupe terroriste, financé, qui plus est financé par les instances de l'Union européenne d'ailleurs, est arrivé au pouvoir et lui, le nouveau gouvernement syrien n'est clairement pas l'ami de l'axe de la résistance. Qui est matérialisé par le Liban, la Syrie, l'Algérie, oui, Hamas. Dalédo, nous allons peut-être nous limiter au sujet donc, qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la trêve donc, qui doit être annoncée éminemment à Gaza pour mettre fin aux souffrances donc, du peuple palestinien. Nous en savons un peu plus dans l'échange de détenus entre l'entité sioniste et le mouvement Hamas. Il y aurait donc 30 détenus israéliens contre 1000 détenus palestiniens, dont 250 condamnés à perpétuité, donc la peine capitale. Quel commentaire faites-vous de cela? Écoutez, c'est une très bonne chose qu'il y ait une libération des deux côtés. Et il faut effectivement que tous les prisonniers des deux côtés, et encore une fois, pour nous, pour moi en tout cas, il n'y a pas d'otages, il y a que des prisonniers de guerre. Et malheureusement, c'est une réalité dans toutes les guerres. Et il faut que tous les prisonniers soient libérés. Et après leur libération, il faut que, effectivement, que ce cessez-le-feu puisse être mis en application, soit pérennisé dans le temps. Et pour ça, encore une fois, il faut que l'État de la Palestine soit reconnu dans la continuité de ce cessez-le-feu. Mais encore une fois, la construction politique, elle ne vient pas que par d'en haut. Ça, c'est un élément clé. Je pense que c'est un élément clé, c'est que la reconstruction politique ne passe pas uniquement par les gouvernements. Les gouvernements sont là, ils sont importants. Le gouvernement palestinien prendra ses responsabilités, mais il faut que tous les peuples puissent devenir les acteurs de cette reconstruction économique, sociale et politique. Et que tous les peuples du monde soutiennent le peuple palestinien qui, lui, mettra beaucoup d'énergie, c'est certain, pour reconstruire son pays. Et je pense que cette force collective peut aboutir à véritablement voilà, la reconnaissance de l'État palestinien et de deux États qui cesseraient enfin qui vivraient en tout cas en paix, nous l'espérons. Mais je pense vraiment que c'est une force. Jimmy Dalédo, quelles sont aujourd'hui les chances de voir l'entité sioniste respecter les clauses d'un éventuel accord? On le sait, lors de la première trêve, il ne s'est pas passé un jour sans que l'entité sioniste ne commette des violations donc, de ses propres clauses de l'accord. Écoutez, c'est une très bonne question, puisque là, on arrive, oui, effectivement, à cette contradiction entre, d'un côté, ce que nous voulons, subjectivement. Aujourd'hui même, nous avons vu ces derniers jours, des journées particulièrement sanglantes. Il y a eu un bilan effroyable ces dernières 24 heures. Donc, quelles sont, selon vous, je répète ma question, quelles sont, selon vous, les chances de voir cet accord aboutir et surtout respecté de la part de l'entité sioniste? Tout à fait, contradiction entre ce qu'on voudrait et la réalité géopolitique. Et malheureusement, il y a une réalité, encore une fois, j'espère que ce cessez-le-feu pourrait se pérenniser, mais malheureusement, il y a une réalité géopolitique qui est que le nouvel ordre mondial multipolaire est en marche, il est enclenché, il se solidifie, il n'est plus en cours de naissance, il est en cours de solidification. Il y a différents pôles multipolaires qui se forment ça et là, et le projet du Grand Moyen-Orient, qui est un projet de l'impérialisme nord-américain et qui, n'oublions pas, avait mandaté l'entité sioniste pour fracturer le Moyen-Orient, pour empêcher le Moyen-Orient. C'est ça l'objectif de l'entité sioniste, c'est de fracturer le Moyen-Orient et empêcher que le Moyen-Orient devienne un pôle multipolaire et qui, à un moment,
trouverait sa place dans les nouveaux espaces de croissance dédollarisés qui se construisent via les BRICS, etc. Et ça, l'antitétionniste a très bien compris que son principal objectif, c'est cette feuille de route qui s'appelle Projet du Grand Moyen-Orient, qui lui a été remis par Washington, et ce projet doit aboutir d'une façon ou d'une autre. Pour eux, il faut absolument, pour le gouvernement sioniste et Washington, il faut absolument que le Moyen-Orient ne puisse pas s'unifier. Pour eux, il faut absolument que la zone reste divisée et qu'elle n'intègre pas le nouvel ordre mondial multipolaire. Pour eux, ce serait la pire des choses, malheureusement, quitte à utiliser toute la violence barbare. Et c'est pour ça que je parlais de force collective, parce que l'opinion publique mondiale est contre l'antitétionniste et il est du côté de la résistance palestinienne. Ce qui permet au mal de triompher, c'est effectivement la passivité mondiale. Et donc, s'il y avait une force collective internationale qui véritablement tape près du poing sur la table, ne serait-ce qu'en mettant en application les mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, rappelons quand même qu'il est criminel contre l'humanité, ne serait-ce que ça, par une force collective, nous pourrions faire en sorte que l'antitétionniste n'agresse pas nos frères et sœurs palestiniens, parce que malheureusement, je pense que ça risque de se reproduire, malheureusement. Et on le voit encore une fois avec vous et nos téléspectateurs en direct depuis Gaza. On le voit, les Palestiniens sont dehors. Ils attendent toujours l'annonce de cet accord tant espéré, cette trêve tant espérée pour arracher ou plutôt stopper les fusions de sang, arrêter l'hémorragie donc de ce génocide qui dure depuis le 7 octobre 2023. Il y a aussi l'aspect humanitaire, Jimmy Dalédo. Pensez-vous qu'une trêve dont on ne sait pas encore si cela durera quelques jours, on parle d'une quarantaine de jours, que cette trêve puisse combler les besoins humanitaires urgents des Gazaouis aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment un élément clé. D'ailleurs, dans la proposition de ce cessez-le-feu, il a bien été précisé qu'il faut, premièrement, un retrait complet des forces sionistes, deuxièmement, ouverture du passage de Rafah et retrait complet des forces sionistes de ce passage. Troisièmement, il faut laisser passer les aides humanitaires et les laisser travailler en total sans entrave. Et en plus du fait que tous les prisonniers soient libérés. Et effectivement, depuis le début, nous avons constaté que nos frères et sœurs palestiniens avaient de l'aide internationale qui commençait à affluer, notamment le NERWA et plusieurs organisations internationales, et qui ont toujours été pris pour cible par l'entité sioniste. L'entité sioniste allait jusqu'à... on sait qu'il y a eu plusieurs journalistes qui ont été tués par l'entité sioniste. Les aides humanitaires... Les collectifs d'aide humanitaire étaient visés par l'entité sioniste. Pourquoi? Parce que pour eux, il fallait tout faire pour exterminer. C'est ça le génocide, c'est l'extermination d'une population. Et donc nous espérons qu'effectivement, après ce cessez-le-feu, si nous espérons qu'il puisse aboutir, que l'aide humanitaire internationale puisse se diffuser un petit peu partout en Palestine d'une manière urgente, parce que ils en ont véritablement besoin, mais il faudra véritablement que cette force collective que nous construirons fasse en sorte que cette aide humanitaire puisse se faire. Mais encore une fois, il y a une contradiction entre, d'un côté, cette aide humanitaire qui doit absolument aboutir et qui a tenté de faire son travail, notamment via l'UNRWA, d'un côté, et l'autre côté de la contradiction, une entité sioniste qui, dans son délire de violence, a été jusqu'à viser ces personnes qui, ma foi, sont pacifistes et qui voulaient qu'une chose, que nos frères et sœurs palestiniens puissent vivre un minimum décemment. Et si cette trêve donc, de 40 jours, comme annoncé, soit respectée, donc, elle coïncidera donc, avec l'investiture le 20 janvier de Donald Trump à la Maison-Blanche, pensez-vous que son arrivée au pouvoir fera plus pencher la balance vers le respect de cette trêve, voire son prolongement? Alors, vous savez, Donald Trump est un personnage qui est, on le sait, qui est assez versatile. Il prend une décision un jour et il prend une décision l'autre jour. Et il y a un élément clé. Alors, soit on sait qu'il est
il y a deux éléments, plusieurs éléments. On sait qu'il est très proche du gouvernement israélien. En tant que grand représentant de l'impérialisme nord-américain, il sait qu'il est un petit peu le père spirituel de l'entité sioniste, mais dans le même temps, on sait que Donald Trump est ouvert au bloc du Nouveau Monde à l'Est. Il va se rapprocher des BRICS à l'Est. Et surtout, c'est un personnage, je crois, qui est opportuniste. Et l'opportunisme est d'abord versatile. Et Donald Trump a très bien compris que l'opinion publique internationale est n'est clairement pas du côté du gouvernement de Netanyahou. Alors, est-ce qu'il va se positionner en tant qu'opportuniste, parce qu'en fait, c'est pas une position politique et financière. Il est milliardaire. Ouais. Il n'a pas besoin de temps. Donc, est-ce qu'il va se positionner du côté de l'opinion publique internationale pour jouer un petit peu le héros du moment, soit il va rester fidèle à ce qu'avait décidé l'oligarchie financière nord-américaine et qui avait décidé de tracer la feuille de route de l'entité sioniste et qui, en tant que bras armé, devait mettre en application le projet du Gros Moyen-Orient. Donc, il aura devant lui une contradiction. Quelle position il va prendre? Mais encore une fois, Donald Trump est un personnage assez versatile et on sait qu'il aime se faire conseiller par des personnes comme Elon Musk qui eux, ont aussi d'autres projets, notamment au niveau du numérique. Et il y a aussi les projets gaziers qui sont aussi très importants. Ouais. Donc, on ne peut pas vraiment savoir d'avance quelle position Donald Trump va adopter. Jimmy Dalédo, nous vous remercions pour votre éclairage. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chroniqueur et expert en questions internationales. Merci à vous.